Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on plonge dans une idée qui va un peu à contre-courant, non? L'art de la pause. Ah oui, complètement. Et si faire moins mais mieux, c'était la clé. Pour être plus efficace et puis aussi pour se sentir mieux, tout simplement. Exactement. Fini le mythe du travail non-stop, hein. On va essayer de bousculer ça. Pour nous guider, on a pas mal de documents. Un article central assez provocateur, savoir faire moins pour gagner plus. Mais aussi une méta-analyse scientifique sur les micro-pauses, on verra ce que c'est. Des articles de fond, des avis d'experts. Oui, de l'INRS, de Malakoff Humanis, des gens qui connaissent bien la santé au travail. C'est ça. Et puis des sondages aussi, pour voir ce que les gens en pensent vraiment. Et même des guides pratiques, des livres pour réfléchir. Un ensemble assez riche, ouais. Notre mission, si on peut dire, c'est d'aller voir un peu derrière les évidences. Décortiquer la science. Pourquoi ça marche, ces pauses. Découvrir des stratégies concrètes qu'on pourrait tester. Identifier aussi les erreurs qu'on fait tous, peut-être. Ah oui, les pièges. Important. Voilà. Et voir comment adapter ça selon son métier, sa situation. L'article pose la question, et si la solution, c'était pas l'effort en plus, mais l'art de la pause stratégique? Alors, explorons ça ensemble. C'est une excellente question de départ, parce que l'idée reçue, celle du travail continu qui maximise la productivité, Oui, on l'entend tout le temps. elle est sérieusement remise en question par toutes nos sources en fait. La science est de plus en plus claire. Les pauses, c'est pas du temps perdu, c'est pas une concession. C'est un levier alors. C'est un vrai levier pour l'équilibre, l'efficacité. Il y a une source qui le dit carrément, le salarié efficace fait des pauses. C'est ce paradoxe qu'on va creuser. Commençons par là justement, ce paradoxe. On nous pousse à faire toujours plus vite, Oui, la pression est constante. et voilà que les recherches disent non, stop. Faites des pauses régulières. C'est ça qui marche sur la durée. C'est pas juste une interruption. Une source dit même que c'est un catalyseur. Oui, un catalyseur qui transforme une journée qui pourrait être épuisante en quelque chose de plus gérable, de plus productif au final. Ça change tout. Tout à fait. Et ce qui est frappant, c'est cette méta-analyse dont tu parlais. Une compilation de plein d'études, donc solides. Elle confirme l'efficacité des micro-pauses. Micro-pause, c'est-à-dire très court. Oui, parfois juste quelques minutes. Et le fait que même ça, ces toutes petites interruptions qu'on pourrait croire sans importance, eh bien elles ont un impact mesurable. Sur le bien-être, oui, mais aussi sur la performance concrète au travail. Ah oui, quand même. C'est assez contre-intuitif. Et ça va plus loin que la productivité brute. Une autre source fait le lien entre pause régulière et santé globale. C'est aussi un outil pour prévenir la fatigue. L'épuisement, le fameux burn-out. Voilà. Certaines sources disent même que c'est indispensable pour tenir dans le travail moderne. Indispensable, carrément. Et on parle aussi d'impact sur l'humeur, la créativité. Ça aussi, c'est prouvé? Alors, pour la créativité, c'est un peu plus subtil. Les liens sont suggérés, oui. Surtout parce que le bien-être et le lâcher-prise aident le cerveau à faire des connexions. Un peu inattendu. C'est ça. Mais c'est plus dur à mesurer précisément. Par contre, l'impact sur l'humeur, sur la baisse du stress, ça, c'est très bien documenté. Une pause peut vraiment désamorcer une tension. Ce qui est bon pour soi, mais aussi pour l'équipe, j'imagine. Exactement. Pour l'ambiance générale. Ok. Alors, la science derrière tout ça. Comment ça marche concrètement? Pourquoi une simple pause a tant d'effets? On entend souvent parler de charge cognitive. C'est ça le truc? Le cerveau qui sature? C'est une grosse partie de l'explication, oui. Notre cerveau, il n'est pas fait pour rester concentré à fond sans arrêt pendant des heures. Il accumule cette charge cognitive. Une sorte de fatigue mentale. C'est ça. Et les pôles, elles agissent comme des soupapes. Elles permettent au cerveau de traiter ce qu'il a reçu, de faire un peu de ménage, quoi. Pour pouvoir se reconcentrer après? Exactement. Pour maintenir la vigilance, la qualité de l'attention. Une source spécialisée le dit bien, les pauses préviennent cet épuisement mental qui mène aux erreurs, à la baisse de régime. Il y a même un courant de recherche, la science des pauses. Ah, c'est un vrai domaine d'étude. Oui, de plus en plus. Donc c'est pas juste une sensation vague de fatigue, c'est un processus cérébral réel. D'accord, même si on ne va pas entrer dans les détails des zones du cerveau. Non, les sources ici restent plutôt fonctionnelles. Mais elles confirment que les pauses soutiennent l'attention, la mémoire de travail, la flexibilité mentale, la prise de décision. Le repos permet au système de se réinitialiser, de revenir à un état optimal. Intéressant.
Et puis, il y a cet autre aspect, presque philosophique, mais basé sur la science, qu'une source appelle la science du ne rien faire. La science du ne rien faire, j'aime bien. Oui. L'idée, c'est que le repos, c'est pas juste l'absence de travail. Ça peut être actif. Pendant qu'on croit à ne rien faire, le cerveau, lui, continue de bosser en arrière-plan. Il mouline. Voilà. Il consolide les souvenirs, intègre les infos, et parfois, hop, il fait émerger une solution à un problème sur lequel on bloquait. La fameuse pensée diffuse. Laissez mijoter. Et chimiquement, il se passe des choses aussi, on imagine, même si on ne cite pas les noms savants des neurotransmetteurs. Mais les effets sur le bien-être, moins de stress, meilleure humeur, tout ça, ça suggère un rééquilibrage biochimique. Moins de cortisol, l'hormone du stress, sans doute. Peut-être une meilleure régulation d'autres messagers chimiques. La pause aide le corps et l'esprit à retrouver un équilibre. Bon, c'est passionnant tout ça, mais alors, comment on fait? C'est là que ça devient vraiment pratique. Les méthodes, les études qui montrent ce qui marche. On entend parfois parler de cycles hyper précis, genre 52 minutes de travail, 17 de pause. C'est ça la recette miracle? Alors, cette formule, 52-17, elle vient d'une étude spécifique, mais elle n'est pas explicitement dans nos documents. Par contre, le principe derrière... L'alternance. Oui, l'alternance régulière, travail concentré, repos, ça, c'est très soutenu par plein de sources. L'important, c'est la régularité, l'intentionnalité de la pause, plus que la durée exacte qui peut varier. Faut trouver son rythme. Et la technique Pomodoro alors? 25 minutes, 5 minutes, ça on en parle? Oui, elle est citée plusieurs fois. Comme un exemple pratique facile à mettre en œuvre de ce principe d'alternance. Elle donne un cadre simple. 25 minutes à fond, 5 minutes de pause. Ça paraît gérable. C'est ça. Et ça aide aussi à lutter contre la procrastination en découpant le travail. Et pour revenir aux micro-pauses, la méta-analyse est formelle. Ça marche. Même 2 ou 3 minutes. Oui, ça renforce l'idée qu'il ne faut pas hésiter. S'étirer, regarder au loin, respirer. C'est un mini-investissement pour un vrai retour sur la concentration et l'énergie. Et l'idée de la sieste créative, la sieste Eureka. Alors, pas sous ce nom précis dans nos sources, mais ça colle parfaitement avec cette science du ne rien faire. Un repos court qui peut débloquer des idées. C'est pas que pour soi d'ailleurs. Il y avait un sondage OpinionWay, non? Ça touche aussi le collectif. Tout à fait. Ce sondage montre que les pauses sont vues comme vitales pour le groupe. Pas juste pour recharger ses propres batteries. Ah bon? Comment ça? Pour la cohésion d'équipe, l'ambiance, les discussions informelles, la pause café, par exemple, c'est aussi un moment social important. Ça crée du lien, ça facilite la collaboration après. D'accord, c'est un double bénéfice, individuel et collectif. Bon, alors, comment on fait une pause efficace, concrètement? On a parlé des micro-pauses, de Pomodoro. C'est quoi les options? Il y a plusieurs formats, en fait, à adapter. Les micro-pauses, on l'a dit, quelques minutes, plusieurs fois par jour, pour bouger un peu, reposer les yeux, respirer. Facile à caser. Ok. Ensuite, les pauses courtes, disons 10-15 minutes. Là, on peut faire un peu plus. Une marche rapide, si possible dehors. Ça change d'air, ça oxygène le cerveau. Et oui, ça peut aider la créativité en laissant l'esprit vagabonder. Marcher pour trouver des idées. Et la pause déjeuner? Souvent, on mange vite fait devant l'ordi. Pas oublier les pauses longues, les congés et les week-ends. Essentiels contre le stress chronique et l'épuisement à long terme. Et il y a des outils pour aider, des guides. Oui, plusieurs sont mentionnés. Pause yogiste d'Anne-Charlotte Vucchino avec du yoga et de la respiration pour le bureau. Le guide de la gym au bureau de Francis Bourgois pour des exercices physiques simples. Ou la méditation au travail de Véronique Vézier pour des pauses mentales. Il y a de quoi faire. Ça a l'air bien, mais on doit pouvoir se tromper, non? Rater sa pause. Quels sont les pièges? Le premier piège, le plus courant peut-être, c'est ce mythe dont on parlait, croire qu'enchaîner les heures, c'est être productif. Alors que c'est le contraire, si on vous suit bien. Exactement. La fatigue fait baisser la qualité, augmente les erreurs, alors que les pauses bien gérées améliorent la performance. Faut vraiment intégrer ça. Mais c'est dire de s'arrêter si on se sent coupable, non? C'est le deuxième gros piège, la culpabilité. Se dire « je perds mon temps, je devrais travailler ». Il faut lutter contre ça. Comment? En comprenant que la pause, c'est pas un luxe, c'est un besoin. Comme dormir, manger, c'est physiologique, psychologique. C'est un investissement pour être bien et efficace après. Faut se donner la permission. Se donner la permission. J'aime bien l'idée. Et le troisième piège, c'est la pause qui n'en est pas une. Voilà, l'erreur typique. Lâcher l'écran du travail pour l'écran du smartphone. Ah oui, les réseaux sociaux, les mails perso. Ça semble être une coupure, mais pour le cerveau, ça reste une stimulation intense.
c'est pas une vraie récupération. Une pause efficace, ça implique une rupture. C'est-à-dire? Bouger, regarder au loin, fermer les yeux, boire de l'eau, discuter de choses légères, faire quelques respirations, bref, autre chose que fixer un écran. Le livre « On se fait une pause » de Sophie Roche analyse justement comment rendre ces moments vraiment bénéfiques. La qualité de la pause, donc. C'est pas juste le fait de s'arrêter. Et tout ça, bien sûr, ça dépend du contexte. Prenons des exemples. Un développeur info qui code pendant des heures. Profil typique, grosse charge cognitive, sédentarité. Pour lui ou elle, l'analyse suggère pause courte mais fréquente, genre 10 minutes toutes les 90 minutes, avec des étirements ciblés, nuque, dos, poignets et un peu de marche. Pour le corps et pour la tête. Oui. Prévenir les douleurs physiques, mais aussi maintenir la concentration, éviter les erreurs de code, le cerveau a besoin de ça pour débugger, en quelque sorte. On retrouve la science du ne rien faire. Et un métier plus créatif? Un pro du marketing, par exemple? Là, la créativité est clé. Donc, une pause active dehors, ça peut être génial. Une marche de 15-20 minutes. Changer d'environnement, bouger. Ça stimule l'esprit, ça peut débloquer des idées. Laisser l'esprit vagabonder pendant la marche. C'est ça, faire des connexions inattendues. Très clair. Et le télétravail, c'est particulier, non? Frontières floues, isolement... Gros défi, le télétravail. La tentation du non-stop est forte. Plus de sédentarité, moins de pauses sociales. Donc là, il faut être encore plus intentionnel. Se forcer un peu. Se structurer, oui. Planifier des micro-pauses actives, vraiment couper pour le déjeuner, peut-être même prévoir des pauses café virtuelles avec les collègues. C'est vital pour éviter le burn-out, un risque accru et maintenir la concentration. Ça mobilise tous les aspects. Fatigue, bien-être, performance. Ça mobilise tous les aspects de perf. Si on essaie de résumer, là, de tirer l'essentiel de ce que dit la science via nos sources, on pourrait voir ça comme 3 piliers qui expliquent pourquoi les pauses sont importantes. Genre cerveau, corps, performance. Ça vous parle? C'est une excellente synthèse, oui. Le pilier cerveau, ça couvre la charge cognitive, l'attention, l'apprentissage, la créativité liée au repos. La science du ne rien faire. Voilà. Le pilier corps, ça serait la prévention de la fatigue physique, le relâchement des tensions, le stress, le bien-être global. Très présent dans les sources sur la santé. Oui. Et enfin, performance. Là, c'est les bénéfices directs sur le travail. Meilleure qualité, moins d'erreurs, décisions plus justes, rythme soutenable. Et tout ça est lié, j'imagine. Ah, mais complètement. C'est un cercle vertueux. Un cerveau reposé prend de meilleures décisions, performance. Ça génère moins de stress, corps. Un corps détendu aide à se concentrer, cerveau, et à tenir sur la durée, performance. La pause, c'est un régulateur global. Pour que ça rentre bien, les analogies aident, non? Celle de l'analyse, le cerveau comme un muscle. Oui, un muscle qui a besoin de récupérer, ou comme un smartphone qui surchauffe s'il tourne tout le temps. Et qui ralentit du coup. Exactement. Ou la pile qu'il faut recharger. Ça aide à comprendre que la pause, c'est pas une faiblesse, c'est un besoin. Pour intégrer cette idée de faire moins pour gagner plus. Bon, alors au final, après toute cette exploration, qu'est-ce qu'on retient? Le message principal. Le message est vraiment clair et unanime dans les sources. Les pauses, c'est pas une option, c'est une nécessité biologique et aussi stratégique. Un investissement, vous disiez? Un investissement intelligent, oui. C'est un levier puissant pour une vie pro plus productive, certes, mais surtout plus saine, plus équilibrée, plus épanouissante. C'est une réhabilitation du droit au repos. Et pour les personnes qui nous écoutent et se disent « Ok, je suis convaincu, je commence comment demain ?» Une première étape simple. Une suggestion très concrète, basée sur l'efficacité prouvée des micro-pauses, s'engager à faire, disons, 3 micro-pauses actives de 3 minutes dans la journée. 3 fois 3 minutes. Oui. On met une alarme ou on se repère après une réunion toutes les heures. Et pendant ces 3 minutes, on se lève, on marche un peu, on s'étire doucement, nuque, épaule, dos, et on prend 5 grandes respirations. Juste ça. C'est simple en effet. C'est simple, ça perturbe pas trop le travail, et pourtant les effets sur la fatigue visuelle, mentale et la reconcentration après peuvent être rapides. D'excellents points de départ. Et si on veut aller plus loin? Alors là, il y a plein de pistes. On peut chercher des vidéos sur cette science du ne rien faire pour mieux comprendre, tester des applis comme Forest qui aident à gérer son temps avec des pauses. Ou lire les guides pratiques mentionnés. Exactement. Pause yogiste, guide de la gym au bureau, la méditation au travail ou les livres de réflexion de Sophia Roche de Catherine Vazé.
L'important, c'est d'expérimenter, de trouver ce qui nous convient, même petit à petit. Commencer petit, mais commencer. C'est ça. Et pour finir, peut-être une petite graine à semer pour la réflexion, au-delà de notre productivité à nous individuellement, Oui. l'analyse des sources, et notamment du travail de Sophie Roche, soulève une question intéressante. Comment ces pauses, ces moments de non-travail façonnent la culture d'une entreprise ? Ah, Quel est leur impact sur les relations entre collègues, sur le sentiment d'appartenance, sur la créativité qui peut naître de discussions informelles à la machine à café ? Ce temps qu'on croit perdu finalement ? il y construit peut-être autre chose d'essentiel. Voilà. Peut-être qu'il est le terreau d'un travail plus humain, plus innovant. C'est une piste de réflexion intéressante, je trouve.